Allez, c'est parti, on plonge direct dans cette analyse pour déconstruire une bonne fois pour toutes ces clichés un peu bling-bling qu'on nous vend sans arrêt sur la richesse. Vous savez, la pub, le cinéma, ils ont fait un boulot incroyable pour nous mettre dans la tête que la fortune rime forcément avec hyperconsommation et luxe à outrance. Mais aujourd'hui, on va s'appuyer sur des décennies de données réelles et vous allez voir, la vérité est carrément plus fascinante et honnêtement bien moins glamour que ce qu'on imagine. Pour commencer, il y a cette expression texane que je trouve absolument géniale et qui donne tout de suite le ton. Grand chapeau, pas de bétail. L'histoire derrière ça, c'est celle d'un entrepreneur texan qui retape des moteurs diesel. Le gars porte des jeans tout usés, roule dans une vieille bagnole, à tel point que ses propres partenaires britanniques l'ont pris pour un chauffeur de camion. Sauf que ce monsieur pesait des millions. C'est l'illustration parfaite du piège. Il y a une différence énorme et même dangereuse entre afficher les symboles de la richesse, le fameux grand chapeau, et posséder réellement le capital, le bétail. Du coup, ça nous amène à une question toute simple mais fondamentale. C'est qui au juste le vrai millionnaire aujourd'hui? Parce que spontanément, on a tous en tête l'image du descendant des Rockefellers qui mange du caviar au petit déjeuner et qui collectionne les voitures de sport allemandes. Et pourtant, près de la moitié de la richesse personnelle est détenue par des foyers qui vivent dans des quartiers tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et pour bien comprendre ce décalage entre le mythe et la réalité, écoutez cette anecdote. Des chercheurs ont loué un superbe appartement à Manhattan pour interviewer des gens qui possédaient au moins 10 millions de dollars. Ils avaient tout prévu, le menu grand luxe, 4 sortes de pâtés, du caviar et carrément un Bordeaux millésimé de 1970. Le premier invité, un certain Monsieur Budd, débarque dans un vieux manteau. On lui propose le grand cru et là, il regarde les chercheurs avec des yeux ronds et leur sort « Moi je bois du scotch et 2 sortes de bière, la gratuite et la Budweiser ». Les millionnaires n'ont même pas touché au caviar, c'est l'équipe de recherche qui a dû le finir. Ça casse complètement l'image qu'on se fait des ultra-riches, non ? Ce qui nous amène à la première grande idée de cette exploration, le revenu n'est pas la richesse, c'est la grande tromperie. Il y a vraiment une distinction majeure à faire entre gagner beaucoup d'argent et l'accumuler. C'est le cœur du problème. Gagner un demi-million par an, franchement, ça ne veut rien dire si tout part dans des dépenses somptuaires à la fin du mois. La richesse, c'est l'accumulation. Mener la grande vie en cramant tout son salaire, ça ne crée pas un patrimoine, ça crée juste un mode de vie luxueux et paradoxalement une immense fragilité financière. Si demain le salaire s'arrête, ces personnes soi-disant riches ne tiennent pas 6 mois. Donc, les chercheurs ont classé les gens en 2 grandes catégories. D'un côté, on a les PAO, les accumulateurs prodigieux de richesse. Eux, ils sont des pros pour faire grossir leur valeur nette. De l'autre, on a les UAO, les sous-accumulateurs de richesse, qui claquent la quasi-totalité de leurs super revenus juste pour maintenir une façade et un certain statut social. Prenons un exemple concret pour que ce soit parlant, avec Bubba et James. Bubba a 50 ans, il est vendeur de mobile homes. Il gagne 90 000 $ par an, mais attention, sa fortune s'élève à 1,1 million de dollars. C'est un vrai accumulateur prodigieux. À l'opposé, vous avez James, 51 ans, avocat. Il gagne presque pareil, 92 000 $ par an, mais sa valeur nette stagne à 226 000 $. Pourquoi une telle différence ? Eh bien parce que l'avocat paye son abonnement au country club, ses costumes sur mesure et la voiture de sport importée pour tenir son rang. Bubba, le vendeur, n'a aucune pression sociale de ce genre, donc il met de côté. Du coup, comment savoir dans quel camp on se trouve? On passe à l'équation de la richesse pour évaluer sa position. Les chercheurs ont mis au point une formule mathématique super simple pour mesurer où on en est. Prenez des notes, c'est le moment de faire le calcul. Étape 1, vous multipliez votre âge par le revenu annuel brut de votre foyer. Étape 2, vous divisez ce chiffre par 10. Étape 3, vous retirez tout ce qui provient d'un héritage. Le chiffre que vous obtenez, c'est la valeur nette que vous devriez logiquement avoir. Par exemple, si vous avez 41 ans et que vous gagnez 155 000 $, votre valeur nette attendue est d'environ 635 500 $. Et c'est là que le verdict tombe. Pour faire partie des fameux accumulateurs prodigieux, votre vraie valeur nette doit être au moins le double du chiffre que vous venez de calculer. Dans notre exemple, ça veut dire plus d'un 1,2 million de dollars. Par contre, si vous avez la moitié ou moins de ce chiffre de référence, vous êtes un sous-accumulateur. Et ça, peu importe à quel point votre maison ou votre voiture ont l'air incroyables. Abordons maintenant les racines de cette richesse. Spoiler, les données pulvérisent complètement les mythes sur le pédigré. Il faut vraiment en finir avec l'idée que pour être riche, il faut naître dans une famille noble ou avoir des ancêtres arrivés sur le Mayflower. La plupart des fortunes d'aujourd'hui sont toutes récentes. Accrochez-vous, 80% des millionnaires n'ont jamais reçu le moindre héritage. Ils n'ont pas de fonds de placement secret offerts par papa et maman, plus de la moitié d'entre eux n'ont pas hérité d'un seul centime. Ce sont des self-made men and women, des gens de la première génération qui ont tout construit eux-mêmes. Et quand on regarde les origines, c'est là que ça devient fascinant. Historiquement, on s'attendrait à ce que les descendants anglais dominent tout, vu qu'ils sont là depuis des siècles pour accumuler du capital. Eh bien, pas du tout. Le groupe d'ascendance anglaise n'arrive qu'en 4e position. En fait, plus une famille est installée depuis longtemps, plus les nouvelles générations ont tendance à s'embourgeoiser et à surconsommer.
Le haut du classement est occupé par des groupes démographiques beaucoup plus petits. Les ménages d'origine russe sont premiers, avec carrément 22% d'entre eux qui sont millionnaires, suivis par les Écossais et les Hongrois. Pour les Russes et les Hongrois, le secret, c'est un dynamisme entrepreneurial à toute épreuve. Ils montent leur boîte, ils prennent les choses en main et ça paye de façon spectaculaire. Mais pour les descendants écossiens, la stratégie est un peu différente. Ils ne misent pas tout sur des revenus toujours plus explosifs. Leur truc, c'est une frugalité presque militante. Pour vous donner une idée, un foyer écossais qui gagne 100 000 $ va vivre au quotidien comme s'il n'en gagnait que 85 000. Ils maîtrisent leurs dépenses d'une main de fer, et ça crée une machine à épargner hallucinante, à l'opposé total de la fièvre acheteuse ambiante. Alors justement, la réalité frugale, qu'est-ce qu'ils achètent vraiment avec tout cet argent? Oubliez tout de suite les yachts et les montres incrustées de diamants. Rencontrez Johnny Lucas. C'est un peu le boss final de notre analyse. Johnny a 57 ans, il gère une petite boîte de nettoyage et il pèse plus de 2 millions de $. On lui a demandé quel était le prix le plus élevé qu'il avait jamais payé pour un costume de sa vie. Sa réponse, 399 $. Point final. Johnny n'a personne à impressionner dans des dîners de gala. En fait, il préfère même que ses employés ne se doutent pas qu'il est millionnaire. Et les données de l'enquête confirment ce mode de vie. La moitié des millionnaires n'a jamais mis plus de 140 $ dans une paire de chaussures ou plus de 235 $ pour une montre. C'est fou quand on y pense. Pour chaque millionnaire qui possède un costume à plus de 1000 $, il y a 6 autres gars en costard à 1000 $ qui ne le sont pas. Souvent, des cadres moyens qui s'achètent une apparence de richesse, mais qui, en faisant ça, détruisent leur capacité à devenir réellement riches. Donc le portrait robot du vrai millionnaire, il ressemble à quoi? Il porte une montre Seiko ou une petite Timex. Il conduit des voitures de marque américaine grand public. Et surtout, il les achète. Il ne fait pas de leasing à des prix exorbitants. Il s'habille dans des magasins tout à fait normaux comme TJ Maxx. Et sa coupe de cheveux lui coûte 18 balles. C'est la somme de tous ces petits choix banals, pas du tout glamour, qui construisent leur forteresse financière. Et ce besoin de contrôle, on le retrouve dans leur façon d'investir. La plupart de ces gens gardent moins de 30% de leur argent en bourse. Pour eux, la vraie sécurité, la vraie diversité, c'est de posséder quelque chose sur lequel on a la main. Une entreprise, de l'immobilier, des actifs tangibles. Ils refusent de laisser les montagnes russes de Wall Street dicter leur avenir. Tout ça nous amène à une réflexion incontournable pour terminer. Au bout du compte, posez-vous la question. Quel est le vrai but ? Est-ce que c'est d'en mettre plein la vue aux voisins avec le dernier SUV à la mode, ou est-ce que c'est de bâtir discrètement une véritable indépendance financière ? La vraie richesse, elle ne fait pas de bruit. Elle est disciplinée, elle est libre du regard des autres. Et honnêtement, ça donne sacrément envie de revoir notre façon de consommer au quotidien, non ?